enfance, je me souviens de peu de choses. Mais ce que je n'ai jamais oublié, c'est toutes ces soirées qui commençaient par « Il était une fois ». Quand on me racontait une histoire pour m'endormir, me soulager, me faire rêver. On s'imagine, on refait le monde. Maintenant, c'est à mon tour de vous raconter une histoire. Une histoire sur la manière dont on fabrique et on vous raconte les histoires. Pour vous divertir, vous distraire bien sûr, mais pas seulement. Aujourd'hui, on vous raconte des histoires pour mieux vous convaincre, vous motiver, vous faire voter. Cela s'appelle du storytelling. Et vous allez voir, ceux qui le maîtrisent le mieux peuvent arriver jusqu'au sommet du pouvoir. Pendant 20 mois, j'ai parcouru tout le pays. Et Michel et moi avons rencontré tant d'Américains qui sont à la recherche d'un changement réel, qui fasse une différence dans leur vie. Leurs histoires sont des histoires américaines, des histoires qui reflètent l'état de notre union. Je voudrais vous présenter certaines de ces personnes. Aujourd'hui, pour gagner une élection, il y a une technique très ancienne qui revient en force. Cette technique, c'est l'art de raconter les histoires. En anglais, storytelling. La famille de Rebecca Johnston, c'est toute sa vie. Brian, me, Nathan, Marley, Ethan, Gabriella, Tallulah and Jake. À travers le pays, j'ai rencontré des familles comme celle de Rebecca, qui amènent leurs enfants à l'école, remboursent leurs emprunts immobiliers, se battent pour leurs proches. It just keeps going up and up and up and I can remember a time when I didn't have to worry about this stuff. Des histoires vraies d'Américains ordinaires, mais un récit mis en boîte par des professionnels d'Hollywood. Ce clip de campagne intitulé « Histoires américaines, solutions américaines », c'est la Rolls-Royce du storytelling. Un film d'une demi-heure diffusé en simultané sur 6 networks américains, 5 jours avant l'élection. Un budget de 4 millions de dollars. Trouver le bon héros pour délivrer le bon récit au bon moment. Utiliser son propre parcours, sa propre histoire de façon stratégique pour la projeter dans le cœur et l'esprit des électeurs. I'm Barack Obama and I approve this message. Et quand le storytelling vous a aidé à convaincre, à vous vendre, alors pourquoi arrêter une fois arrivé au pouvoir ? Il y a eu beaucoup d'inédits dans cette élection, beaucoup d'histoires qui seront racontées pour les générations à venir. Mais il y a une histoire que j'ai à l'esprit ce soir, celle d'une femme qui a voté aujourd'hui à Atlanta, Ann Nixon Cooper, à 106 ans. Elle est née une génération après la fin de l'esclavage, une époque où il n'y avait ni route ni avion dans le ciel. Une époque où quelqu'un comme elle ne pouvait pas voter pour 2 raisons. D'abord parce qu'elle était une femme et à cause de la couleur de sa peau. Et ce soir, je pense à tout ce qu'elle a vu au cours de son siècle en Amérique. La souffrance et l'espoir, la lutte et le progrès. Le temps où l'on disait que c'était impossible. Et ceux qui avançaient avec cette croyance américaine, oui, nous le pouvons. C'était le discours de victoire à Chicago le 4 novembre 2008. 250 000 personnes sur place et plus de 70 millions devant leur télé, tous en communion autour d'une belle histoire. Jonesboro, Tennessee, dans le sud des États-Unis. 4000 habitants seulement dans cette ancienne ville frontière, mais c'est ici, il y a 35 ans, qu'a démarré le phénomène storytelling. Pendant 3 jours chaque automne, plus de 10 000 touristes arrivent des 4 coins des États-Unis dans ce décor de Far West pour assister au Festival international du storytelling. Des rencontres pour écouter des chansons folk, des contes, avec les plus grandes stars du genre en Amérique et retrouver ainsi l'esprit de la frontière avec ses veillées nocturnes et ses cow-boys. Hi. Salut. Est-ce que je vous ai déjà raconté l'histoire de mon taureau qui louchait ? Eh bien, ce taureau, je ne croyais pas pouvoir le montrer dans une foire, mais un pote est venu pour l'examiner. Il m'a dit, c'est pas si grave, appelle donc le veto, son numéro est dans l'annuaire. Le jour suivant, je l'ai appelé et je lui ai dit, Doc, j'ai un taureau qui louche, vous pourriez pas venir voir ? Le voilà qui se pointe. Il regarde, il réfléchit, et là, il prend un long tube en verre pour lui mettre dans le... Vous savez, ce petit trou sous la queue.
Et le veto commence à souffler encore. D'un seul coup, les yeux du taureau font un tour avant de se remettre tout droit. Le veto me dit 50 balles. Pendant 40 ans, Waddy Mitchell a conduit à cheval des troupeaux à travers le Colorado et le Nevada. Aujourd'hui, il a rangé sa selle, raccroché les éperons pour garder le meilleur de cette époque, les histoires. J'ai grandi sur un ranch éloigné de tout, sans électricité. Alors le soir, on faisait des choses très étranges. Comme on ne pouvait pas regarder la télé ni écouter la radio, on se parlait les uns aux autres. Jimmy Neal Smith, right here. This is the boss man. Jimmy Neal Smith est un ancien journaliste. Quand il fonde le festival en 1973, son ambition va bien au-delà d'une simple attraction touristique. Vous savez, les hommes se réunissaient autour du feu central pendant des siècles et des siècles. Et autour de ce feu, on chantait, on dansait, on priait et on se racontait des histoires. Mais tout ça, c'est terminé aujourd'hui. Rallumer le feu central et originel, une utopie baba-cool que Jimmy a contribué à transformer en mouvement culturel. Il existe aujourd'hui plus de 250 festivals de storytelling aux États-Unis où tournent les plus grands conteurs du pays, comme Catherine Wyndham, star absolue du genre, qui fête ce jour-là ses 90 ans. Quel beau jour à chérir, à tenir près de mon cœur. Vous aussi, vous avez ces souvenirs, des gens dans votre vie qui vous aimaient et que vous aimiez beaucoup. Et j'espère que vous racontez des histoires sur eux, toutes sortes d'histoires à leur sujet. Car c'est comme ça que nous vivons, en racontant des histoires à des jeunes qui les raconteront à leur tour. Et quand je vous ai raconté mes histoires, dans vos souvenirs, cela vous a rappelé d'autres personnes dans des situations comparables. Rentrez chez vous, racontez des histoires. Merci. Aujourd'hui, Jimmy Neal Smith a d'autres ambitions. Prouver au monde qu'au-delà du divertissement, les histoires sont redevenues l'outil le plus efficace de communication. Alors à Jonesboro, il a fait construire un centre de recherche sur le storytelling appliqué à tous les domaines. Nous voulons partager notre savoir avec d'autres. Notre travail s'effectuera principalement avec des entreprises, des associations et aussi des administrations. Car ce sont ces organisations qui touchent les gens, qui motivent les gens, les dirigent, les guident, les éduquent. Et si, grâce à la puissance du storytelling, ces institutions deviennent plus efficaces, améliorent leur rendement et leur impact, alors ce monde peut devenir meilleur pour vivre, pour travailler et élever nos familles. Le storytelling, ce n'est pas seulement des histoires de cow-boys ou de baba-cool que l'on se raconte au coin du feu. Ça se passe aussi près de chez vous, au bureau, tous les matins. Le storytelling dans l'entreprise, c'est la nouvelle arme des managers. Ces managers qui racontent des histoires pour améliorer les performances des entreprises, nous sommes allés les rencontrer en France, sur la Côte d'Azur, dans la technopole de Sophia Antipolis, la capitale française de la communication high-tech. Dans une salle de conférence, une soixantaine de cadres, d'ingénieurs.
Tous travaillent dans l'informatique et les nouvelles technologies, mais aujourd'hui, ils sont venus essayer d'apprendre à raconter des histoires de cadres, dans la langue des cadres qui veulent rester au top, l'anglais. Jean-François would like to structure the organization with a project management, and Jean-Laurent say, why? It's not important. So far he has worked, so why do you want to change something? See, let me do a pilot, and we try to implement a pilot. And he said, I have a story. N'est pas conteur qui veut. Mais l'homme au fond de la salle va leur donner un coup de main. L'Australien Steve Denning est le pape du storytelling management, ou comment appliquer l'art de conter au monde de l'entreprise. C'est bon? Alors, est-ce qu'il y avait les éléments d'une histoire? Un personnage unique? Est-ce que ça se terminait bien? Est-ce qu'on pouvait bien suivre l'histoire? She didn't take my attention at first step. Sorry? She didn't get my attention at the first step. Right. D'accord. Is it a limit with the duration of a story? What is the good duration, in fact? Is there one? En fait, tout dépend du contexte. Si vous êtes dans l'ascenseur avec le PDG, ça dépend du nombre d'étages. Voilà en gros le temps que vous avez, pas plus. Vous ne ressemblez pas à un storyteller, vous venez pas avec votre guitare autour d'un feu de camp. Je suis comme ces gens qui viennent au séminaire. Je suis un gestionnaire, j'ai un esprit analytique. J'ai été un manager pendant 20 ans et ceci n'est pas une méthode pour allumer ou doudingue. Il s'agit de communiquer de manière plus efficace. Sans plus attendre, sans préparation, trouvez un partenaire et racontez-lui une histoire en 60 secondes. Parce qu'on n'est pas du tout dans le rationnel, on ne peut pas leur dire voilà ça c'est comme ça. But du séminaire, apprendre à faire passer son message en 60 secondes chrono. Emballer son interlocuteur, le faire adhérer aux changements, aux évolutions de l'entreprise, grâce à des techniques d'écriture de scénario. Alors, je prends une histoire vraie qui illustre mon point de vue. Et j'amène mon interlocuteur à penser que s'il fait la même chose que moi, il sera un héros. C'est bien ça? Exactement. C'est ça qu'il faut faire alors. Exactement. Vous n'avez pas à le persuader. Il faut lui inspirer cette idée. Il ne faut pas lui dicter ce qu'il a à faire, mais l'amener là où vous voulez en lui faisant imaginer. Et si vous deveniez un héros? Imaginez si vous faites cela. D'accord. Vous avez remarqué ce qui s'est passé dans la salle? Du bruit, de l'énergie, des rires, du dynamisme. Tout cela a envahi la pièce alors qu'avant tout était tendu. Qu'est-ce qui va se passer? Et d'un seul coup, tout le monde se détend. Un vrai changement d'atmosphère. Tout ce que nous apprenons ici, c'est à ouvrir cette porte pour que cette énergie, ce dynamisme soit utile dans le cadre d'une entreprise. Allez, pause café. Un quart d'heure pour tout le monde. Joie, énergie, dynamisme, ça sonne un peu boy scout, mais Steve Denning, ancien directeur à la Banque mondiale, a surtout perçu l'un des grands mal-être de l'entreprise moderne, la perte de motivation des cadres. Dans l'entreprise, il faut avouer, les gens sont là pour travailler, d'accord? Peu de gens, je pense, sont là par passion. Donc, à un moment donné, on est là dans des réunions, dans les rapports, on s'ennuie, pour parler gentiment. Et pour moi, je pense que le storytelling, c'est une technique pour dire des choses importantes de façon intéressante, vivante, humaine et quelque part rajouter du naturel dans des ambiances un peu guindées, un peu très formelles. En gros, là, Steve Denning, il vous apprend à être moins chiant. Certainement, oui. C'est important, ça? Ah oui, c'est fondamental. C'est fondamental dans des présentations comme ça, devant de grands auditoires, de réussir à capter l'attention des gens et garder les gens avec vous. C'est fondamental sur une présentation. Une fois qu'on a fait ça, on a fait la moitié du chemin. Steve Denning, le pionnier du storytelling management, est aujourd'hui invité à animer des séminaires partout dans le monde.
Parce qu'un récit qui permet de remobiliser les employés, ça vaut de l'or. C'est un gros business, le storytelling? En soi, non. C'est tout petit, mais en fait, le storytelling représente une part énorme de ce qui se passe dans les entreprises et dans le monde. En 1995, une étude réalisée par un économiste a montré que l'art de persuader représentait un quart de la production de richesse aux États-Unis, ce qui fait beaucoup d'argent. Et si le storytelling représente ne serait-ce que la moitié de ça, ça veut dire qu'à l'époque, le storytelling dans le business pesait déjà 1400 milliards de dollars. En France, le phénomène storytelling a été révélé au grand public par Christian Salmon, écrivain et sociologue, qui évoque la naissance d'un nouvel ordre narratif. Un monde où le pouvoir se renforce grâce à la fiction, à l'aide de récits, d'histoires. C'est ce que j'ai appelé la storytelling machine, c'est-à-dire cette fantastique nouvelle industrie avec ses agences de communication, avec ses instituts, avec ses festivals, avec toutes sortes d'agents et d'instances qui véhiculent ces techniques de narration à des fins de promotion, de séduction, mais aussi de propagande. 1er mai 2003, un mois et demi après la chute de Bagdad, George Bush atterrit façon Top Gun sur le porte-avions Abraham Lincoln qui rentre d'Irak. Dans les JT de l'époque, des millions d'Américains découvrent un président victorieux, rassurant et courageux, qui semble lui-même revenir du front. Major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. Opération Mission accomplie, un scénario monté de toutes pièces avec des moyens hollywoodiens. George Bush et ses conseillers voulaient présenter l'image d'un président aux commandes, affirmer que l'Amérique avait remporté une victoire majeure. Alors ils ont fabriqué cette image incroyable qui vraiment n'avait pas grand-chose à voir avec la réalité. Il s'agissait de créer une image de fiction de ce président atterrissant sur un porte-avions avec un avion de chasse, même s'il était tout proche de la côte. Ils ont bien fait attention à ce que les caméras soient placées pour qu'on ne voit pas San Diego en arrière-plan. Il aurait pu venir en hélicoptère, mais non, il a pris un avion de chasse. Tout est parfaitement écrit et chorégraphié. L'image dont tout le monde se souvient, c'est cette grande bannière derrière le président avec écrit « Mission accomplie ». Bien sûr, avec le temps, cette bannière est revenue hanter le président, mais sur le moment, à court terme, c'était génial. Ça transmettait le message que l'administration voulait faire passer. 5 ans plus tard, après la victoire de Barack Obama, George Bush est à New York, à bord d'un autre porte-avions de l'US Navy, pour accorder une interview confession à CNN. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez durant votre mandat? Vous savez, être sur ce bateau me rappelle quand j'étais sur l'Abraham Lincoln, avec la bannière « Mission accomplie ». Je regrette que ce panneau ait été là. C'était destiné aux marins du porte-avions, mais ça a été perçu comme « Bush pense que la guerre est terminée », alors que je ne pensais pas cela du tout. Mais cela a envoyé le mauvais message, et je le regrette. La virée en avion de chasse, exemple de storytelling mal maîtrisé, à long terme sans doute, mais à l'époque, en 2004, le scénario du président guerrier a largement contribué à la réélection de George Bush. Mission accomplie. Une belle mise en scène pour vendre une guerre lointaine et impopulaire, il n'y a pas que les Américains qui savent le faire. En France, bien sûr, on n'a pas les moyens d'Hollywood, mais on sait aussi raconter des histoires. Il était une fois un candidat à la présidentielle qui ne voulait pas s'embourber dans le conflit afghan. Est-ce que vous pensez que les troupes françaises ont toujours leur place en Afghanistan ou il faut à terme envisager un départ? Bon, il était certainement utile qu'on les envoie, dans la mesure où il y avait un combat contre le terrorisme. Mais la présence à long terme des troupes françaises à cet endroit du monde ne me semble pas décisive. Un an plus tard, une fois devenu président, changement de programme. Nicolas Sarkozy envoie des troupes sur place. Reste à le faire accepter à l'opinion. Alors que je précise pour les téléspectateurs, vous venez de décider de renforts français en Afghanistan. 700.
Bon, d'ouvrir un dialogue avec les talibans, honnêtement, je crois pas. Moi, ouvrir un dialogue avec des gens qui ont amputé d'une main une femme parce qu'elle avait mis du vernis à ongles. Le récit de la femme au vernis à ongles, une histoire émouvante, toute simple, qu'on répète avec des variantes. 25 juillet 2008, conférence de presse avec Barack Obama. En Afghanistan, on n'a pas le droit de laisser revenir des gens qui coupent la main d'une femme parce qu'elle se met du vernis à ongles. 20 août 2008, après la mort de 10 soldats français en Afghanistan. Pour couper la main d'une petite fille qui s'est mis du vernis à ongles. Ce sont des petites filles à qui on coupe le bout des doigts parce qu'elles ont du vernis à ongles. Les talibans, c'était la négation même des droits de l'homme. Et les jeunes filles qui avaient les doigts coupés et les phalanges coupées parce qu'elles se mettaient du vernis à ongles. La main d'une femme, main d'une petite fille. Ce sont des petites filles. Une femme ou une petite fille, ou bien plusieurs. Une main coupée, à moins que ce ne soit des doigts, ou encore des phalanges. Beaucoup d'approximations et pour cause. À l'origine de cette histoire, un récit plutôt vague de 4 lignes à peine, tiré d'un rapport d'Amnesty International de 1996. Voici ce qu'on peut y lire. Dans un cas au moins, les châtiments infligés ont pris la forme d'une mutilation. En octobre 1996, des talibans auraient sectionné l'extrémité du pouce d'une femme dans le quartier Kerkana à Kaboul. Cette punition avait apparemment été infligée à cette femme car elle portait du vernis à ongles. L'histoire est relatée de façon très prudente, au conditionnel. Un seul cas de mutilation rapporté. Aucune source, aucun témoin cité. Amnesty International, contacté à de nombreuses reprises, s'est avéré incapable d'apporter la moindre précision. Alors pourquoi utiliser un récit aussi fragile pour justifier l'envoi de troupes en première ligne? Tout simplement parce que cette histoire a déjà fait ses preuves aux États-Unis. Rendez-vous dans la banlieue de Washington, chez Sam Gardiner, un colonel de l'US Air Force à la retraite, aujourd'hui consultant spécialisé en communication de guerre. L'histoire des ongles, il l'a déjà entendue bien avant que Sarkozy la raconte. C'était il y a 7 ans, au moment de l'invasion de l'Afghanistan par les forces de l'OTAN. À l'époque, l'administration Bush s'est organisée pour contrôler les scénarios émis à propos de la guerre. Alors est apparue l'idée que nous allions en Afghanistan parce que les femmes étaient maltraitées. C'est devenu un slogan majeur. Et en fait, c'est même Laura Bush, la femme du président, qui a dirigé cette campagne. Good morning. I'm Laura Bush. 17 novembre 2001, dans une allocution radio, la femme du président américain justifie les opérations militaires par les horreurs infligées aux femmes par le régime taliban. Il n'y a que les terroristes et les talibans pour menacer d'arracher les ongles des femmes sous prétexte qu'elles portent du vernis à ongles. Un récit repris mot à mot 2 jours plus tard par Cherie Blair, la femme du Premier ministre anglais Tony Blair, dans une conférence de presse avec des femmes afghanes. Cherie et Laura, 2 premières dames, qui racontent la même histoire. Et là, ça devient évident que tout cela avait été une campagne pour vendre la guerre à l'opinion. Il était important d'avoir un message unique, coordonné entre Londres et Washington. Et l'histoire des ongles a été coordonnée entre ces 2 capitales. À tel point qu'au printemps 2002, une fois que l'opinion s'est faite à l'idée d'avoir des troupes sur place, la campagne pour les femmes afghanes disparaît du paysage. Mais ce qui est fantastique avec les histoires, c'est qu'on peut les ressortir 6 ans après pour vendre la même guerre sans se faire contredire. On a là un exemple parfait de la manière dont les récits racontés se substituent à l'analyse du réel, des forces politiques, des forces sociales. On substitue une anecdote, la plus frappante possible, la plus courte possible, la plus virale possible, qui puisse se transmettre sur Internet de manière extraordinairement facile. Ça prend 3 lignes et elle s'impose de cette manière-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vérité ou l'erreur ne sont plus les facteurs dominants. C'est la transmissibilité des histoires qui est plus importante que la véracité des informations. Bien sûr, le storytelling n'est pas une science exacte. Prenez la dernière campagne américaine. Le sénateur McCain, à la peine dans les sondages, croit enfin avoir trouvé la bonne histoire pour faire trébucher son adversaire. Au cours du dernier débat télévisé avec Obama, il sort un as de sa manche. Je voudrais signaler qu'il y a 2 jours dans l'Ohio, le sénateur Obama a rencontré un plombier.
Son nom est Joe. Joe, je veux te dire, Joe croit au rêve américain. I want Joe the plumber to spread that. These small business people like Joe the plumber. Joe le plombier, cité 26 fois au cours du débat, ce symbole de l'Amérique moyenne, a rencontré Obama quelques jours plus tôt et s'inquiète devant les caméras d'ABC. Le démocrate va l'assommer d'un peu. Joe devient instantanément la star de la campagne. Il multiplie les interviews, embauche une agence de com', monte un site internet. Le peuple américain vote librement, mais je veux m'assurer que les gens soient informés quand ils iront faire ce choix. L'équipe McCain réalise à la hâte des clips dédiés à tous les Joe du pays qui se sentent menacés par Obama. I am Joe. Manque de bol, au bout de quelques heures seulement, les premières failles de l'histoire apparaissent. I am Joe. Les médias et les blogueurs US font leur boulot. En fait, Joe s'appelle Sam. Il n'a pas de licence de plombier. Pire, Joe, qui se plaint des impôts, a pris la mauvaise habitude de ne pas les payer. L'opération Joe le plombier fait long feu. Tito said I was born in Colombia, but I was made in the USA. Sarah Palin a beau sortir un Tito le maçon et d'autres personnages hauts en couleur, McCain n'a pas réussi à incarner la bonne histoire au bon moment. Fiction ou réalité? La vérité, c'est ce qu'on arrive à vous faire croire. Et si les hommes politiques utilisent le storytelling pour gouverner, ils s'en servent aussi pour élaborer des scénarios de guerre. Un terrain vague, quelque part entre Los Angeles et San Diego. Une ancienne usine à conditionner les tomates, où l'armée américaine prépare la guerre du XXIe siècle. Un scénario d'embuscade avec de faux moudjahidines irakiens, des soldats employés comme les acteurs d'un film et équipés d'un matériel à la Star Wars. Le parcours du combattant moderne ressemble à s'y méprendre à une production hollywoodienne. Un décor, un scénario. Le principe, plonger le soldat dans une fiction dont il est le héros. Le storytelling en tenue camouflage, l'outil ultime pour conditionner les soldats au stress de la bataille. Bienvenue à Camp Pendleton, en Californie, l'une des plus grandes bases de Marines américains. Pour préparer les boys au chaos en Irak, un jeu de rôle grandeur nature. Dans un hangar de 3000 m², un quartier de Bagdad entièrement reconstitué, truffé de micros et de caméras. Depuis la salle de commande, un officier joue les réalisateurs et dirige l'opération comme la scène d'un film. À distance, il déclenche les éléments du scénario avec des effets spéciaux dignes d'Hollywood. Fire, RPG. Thomas, can I get a couple shots? Depuis son ouverture, il y a un peu plus d'un an, le centre d'entraînement en immersion pour l'infanterie accueille une section par jour. Une trentaine d'hommes qu'il faut initier ou réhabituer à la guérilla urbaine. Les attentats, la proximité des civils, rejouer tous les scénarios possibles avant de s'envoler pour Bagdad et faire la guerre, cette fois pour de vrai. Les images, le bruit, les odeurs, une immersion totale, surtout les odeurs. C'est le meilleur moyen pour rafraîchir la mémoire de ceux qui sont déjà allés en Irak. D'un seul coup, ils se disent « Hey, la dernière fois que j'ai senti ça, quelqu'un a voulu me tuer. » Pour le bleu qui n'a pas encore fait l'Irak, eh bien il vient ici, et une fois en Irak, les sensations lui rappellent qu'il est en danger. Une planque avec vue sur Bagdad, un Bagdad en images de synthèse. L'immersion en réalité virtuelle, la grande particularité de Camp Pendleton. Roger, my location is 600 meters northwest of IP Mazda. My position is going to be marked over with
smoke. We bombs away in about 10 seconds. And cleared hot. Exit. I got him. Stand by. There they are. Roger, -2, complete hits, BDA, target destroyed, individuals killed. Thank you, have a good day. On est dans l'interactif du jeu vidéo, hein, ce qui exclut tout l'élément émotionnel, tout élément culturel. On réagit un peu comme des robots dans un jeu vidéo, en fonction de paramètres donnés. Ce qui a produit un certain nombre de catastrophes en Irak, où des gens formés de cette manière ont, par erreur, par mauvaise interprétation de la situation, commis des actes criminels contre des civils. Inside! Run! Get out! Get out! Right side clear. Left side clear. Yeah, cheerio. La réponse de l'armée américaine, des avatars numériques pour s'entraîner à éviter les bavures. Des personnages virtuels, un quart de seconde pour distinguer les civils des insurgés. En rentrant dans la pièce, on a 2 individus hostiles et 2 autres sans armes. Le Marine doit prendre une décision rapide. Tuer ou ne pas tuer. Ensuite, il doit s'occuper des survivants. La limite de ces avatars, bien sûr, c'est qu'ils sont en 2 dimensions. On ne peut pas les toucher, les entraver, les palper pour vérifier qu'ils sont morts. C'est la limite du système. Mais avec eux, les Marines peuvent vraiment s'entraîner, passer d'une situation de combat à une négociation. C'est parfait pour former au processus de décision éthique, légale et morale que tout Marine doit effectuer lors d'une perquisition. Le centre de camp Pendleton est unique au monde. Mais cette technologie de simulation est appelée à se généraliser dans l'armée américaine, afin de dispenser la même formation à toutes les unités et faire ainsi baisser le coût de l'entraînement. Pour les jeux de rôle, les acteurs en chair et en os coûtent cher. À terme, ce qu'on voudrait, ce sont des hologrammes, des personnages en 3 dimensions comme dans Star Trek. Je rentre dans une pièce et l'ordinateur me replace en pleine bataille pendant la guerre de sécession. Bon, les hologrammes, c'est pas pour tout de suite, alors en attendant, on va utiliser cet endroit pour s'entraîner et pour continuer à tester ce mélange entre avatars et figurants humains. Des scénarios de combat, animés par des hologrammes, les officiers instructeurs en rêvent. Mais le Pentagone, lui, y travaille déjà. Santa Monica, près de Los Angeles, les avatars sur lesquels s'entraînent les Marines ont été inventés ici, à l'Institut des technologies créatives, une structure universitaire financée par l'armée pour donner vie aux soldats du futur. Sergent Starr, il y a des gens qui souhaiteraient vous parler. Okay, well, give me a moment to pull myself together. Voilà, c'est Sergent Starr. Il travaille pour le recrutement et fournit des infos à tous ceux qui pourraient avoir envie de s'engager comme les lycéens ou les étudiants. Il voyage avec l'armée dans des camions interactifs qui sillonnent le pays et parlent aux gens à travers tous les États-Unis. Un recruteur virtuel doté d'une intelligence artificielle et d'un système de reconnaissance vocale. Je peux avoir une bourse pour mes études ? Soldiers can get more than $70,000 to help pay for their college education. Talk about a sweet deal. Et si on lui pose des questions plus politiques sur la présence de l'armée américaine en Irak, par exemple? Eh bien, si on lui demande ça, il parlera sûrement de l'Irak et des combats sur place. Essayez. Ok, que pensez-vous de la présence américaine en Irak? The Army prides itself on the strength and contributions of its female soldiers. With more than 70,000 women currently serving, the Army is stronger and better for it. Bon, vous voyez, il n'a pas vraiment compris ma question. Sergent Starr, c'est tout pour l'instant. L'androïde recruteur a encore quelques bugs avec les questions qui fâchent. Mais après tout, c'est l'armée qui paye les scénarios intégrés au programme des avatars. Avec ses subsides, le Pentagone a attiré ici, au sein de l'université, tout le talent créatif d'Hollywood et de l'industrie du jeu vidéo pour travailler avec des scientifiques de haut niveau comme John Gratch, responsable des programmes d'intelligence artificielle à l'ICT. Visite guidée.
ICT a démarré avec une collaboration entre Hollywood et les militaires. Le premier directeur de l'Institut, Dick Lindheim, venait des studios de la Paramount. Il avait bossé sur des films comme Star Trek ou K2000, des séries de science-fiction. Il a d'ailleurs fait venir Herman Zimmerman, le chef décorateur de Star Trek, pour aménager tout l'immeuble. Ils ont imaginé ces décors avec les murs en pente, les fausses poutres, et les ont fabriqués à la Paramount avant de les installer ici. Ça, c'est notre salle de conférence. En fait, c'est une réplique à l'identique d'une salle du Starship Enterprise, le vaisseau de la dernière génération Star Trek. Hollywood pour la fiction, l'université pour la science, tout un programme de science-fiction au service du Pentagone pour recruter, entraîner et même soigner les GI. Skip Rizzo est psychologue. Voici son cabinet, entièrement numérique. Il a mis au point Irak Virtuel, un programme de simulation révolutionnaire pour aider les soldats traumatisés par les horreurs de la guerre en les replongeant dans leurs pires souvenirs. Ce que vous entendez là, ce sont les vibrations provenant des fichiers son, et quand vous êtes sur la chaise, vous ressentez les vibrations du moteur du Humvee. On peut aussi provoquer une explosion et la ressentir. Et si en plus vous mettez le casque, vous êtes à l'intérieur de la simulation. Comme vous pouvez le voir à l'écran, quand je bouge la tête, l'environnement s'adapte et j'ai l'illusion d'être à l'intérieur de ce scénario. En quelques clics, avec une simple manette de jeu vidéo, le psy ajuste graduellement les événements du scénario. L'heure du jour ou de la nuit, la vitesse du véhicule et bien sûr, en fonction des besoins du patient, les événements les plus traumatiques. Ils ne sont pas là pour regarder passivement, ils racontent leur histoire. Ce logiciel facilite la prise de parole. Un soldat qui rentre traumatisé de la guerre et qui n'arrive pas à en parler, quand vous le plongez dans cet univers, d'un seul coup, vous provoquez un flot de narration sur ce qu'ils ont vécu, sur ce qu'ils ont ressenti, des choses qui étaient refoulées en eux auparavant. Un jeu vidéo sur mesure pour libérer la parole des vétérans, du storytelling thérapeutique actuellement testé dans une vingtaine d'hôpitaux et de bases militaires aux États-Unis. On a eu beaucoup de retours de la part des soldats qui avaient été en Irak. Et ils nous ont dit qu'utiliser une simple manette de jeu pour simuler une patrouille à pied n'était pas réaliste. Alors on a trouvé ces répliques d'armes qui pèsent le même poids qu'un fusil d'assaut M4. On a rajouté une petite interface à $9, et là vous tenez l'arme en main, et en appuyant sur le bouton, vous avancez dans la simulation. Le fusil n'est là que pour accentuer la sensation d'immersion, pour ramener le patient dans ses souvenirs. Mais l'élément clé, c'est qu'on ne peut pas tirer avec le fusil. On ne tire sur personne dans la simulation. Irak Virtuel n'est pas un outil pour permettre aux patients d'exercer je ne sais quel fantasme de vengeance. Irak Virtuel doit permettre aux patients de faire face à leur traumatisme, d'en parler et de se dire « Ok, ça c'était le passé, et maintenant, je dois aller de l'avant ». L'enjeu est énorme. Selon les études les plus récentes, 300 000 vétérans américains d'Irak et d'Afghanistan souffriraient de stress post-traumatique. Recrutés, entraînés, conditionnés pour l'assaut grâce à des univers virtuels, le GI est désormais soigné de la même manière à son retour de mission, en mélangeant fiction et réalité. Tout le parcours du combattant, encadré par le storytelling. Le storytelling, ou comment la fiction influence et modèle la réalité, parfois même jusqu'à en prendre le contrôle. Prenez le cas de Jack Bauer, le héros de la série télé 24 heures chrono. Aux États-Unis, ce personnage de fiction a été au centre d'une polémique. Les associations de droits de l'homme l'accusent de faire ouvertement la promotion de la torture.
24 heures chrono est vraiment symptomatique. Lors des 6 premières saisons aux États-Unis, ils ont montré pas moins de 89 scènes de torture. Dans chacune de ces scènes, le héros de la série, Jack Bauer, utilise des techniques d'interrogatoire agressives, des méthodes violentes contre des gens qui refusent de lui donner des infos. Et à chaque fois, bing bam boum, il se met à table. C'est toujours la même chose dans cette série. La torture est présentée comme étant efficace. C'est de la pub en prime time en faveur du recours à la torture. Tell me where the bomb is. Fine. Kill him. Pire, Jack Bauer est accusé d'avoir influencé le comportement des soldats sur le terrain, en Afghanistan et en Irak. D'avoir favorisé une culture propice aux exactions commises à Guantanamo et à Abu Ghraib. Il y a beaucoup d'indices qui montrent que cela influence profondément le comportement des jeunes recrues. Il y a par exemple cette anecdote choquante d'un lieutenant-colonel, un juriste de l'armée, qui raconte que les personnels militaires de Guantanamo étaient à fond dans la 2e saison de 24 heures chrono et s'inspiraient de la série pour tester de nouvelles méthodes d'interrogatoire. L'ONG a organisé une rencontre entre des officiers du renseignement militaire et les producteurs de la série 24 heures. Objectif, faire prendre conscience à Hollywood de son influence sur les GIs. Je dirais aux soldats qui est fan de la série que Jack Bauer est un formidable héros imaginaire, que ce serait bien si le monde réel pouvait fonctionner comme dans 24 heures, mais ce n'est pas le cas. La fac de Georgetown à Washington, l'une des plus prestigieuses universités des États-Unis. Un cours de droit de la guerre, avec jeux de rôle et accessoires. Voici un cas concret. Si nous n'obtenons pas cette information, nous perdrons cette bataille et peut-être toute la guerre. Sommes-nous ici dans une situation où le recours à la force est légitime ? Gary Solis est un ancien officier des Marines. Il enseigne notamment à des élèves de West Point, l'académie militaire d'où sort l'élite de l'armée américaine. C'est l'idée que si vous êtes dans une situation critique, il va falloir violer les lois de la guerre pour gagner. Les Allemands avaient défendu ce point de vue pendant la Seconde Guerre mondiale et plus récemment l'administration Bush. Et dans ses classes, quand il aborde la question de la torture, le professeur entend souvent parler de Jack Bauer. Eh bien, ils l'ont vu à l'œuvre. Et remarquez combien ces techniques d'interrogatoire semblent efficaces pour obtenir immédiatement des informations d'un terroriste. Je pense que d'un côté, ils savent que c'est de la fiction, mais d'un autre côté, ils se disent « Eh bien, ça marche, et ce n'est pas absurde. » Si on vous menace de vous tirer une balle dans le genou, vous allez dire tout ce que vous savez. Et là, on plante une mauvaise graine dans leur esprit. Ce n'est pas bon du tout. Mais Jack Bauer ne séduit pas seulement les étudiants et les jeunes soldats. En juin 2007, lors d'une conférence sur la torture, Antonin Scalia, juge à la Cour suprême des États-Unis, a mal supporté que l'on critique les méthodes à la Jack Bauer. Il prend la défense de son héros. Jack Bauer a sauvé Los Angeles. Il a sauvé des centaines de milliers de vies. Allez-vous condamner Jack Bauer ? Est-ce qu'un jury pourrait le condamner ? Je ne le pense pas. Quand un personnage de fiction façonne l'opinion d'un des juges les plus puissants du monde, le storytelling contamine jusqu'au sommet de la justice américaine. Ça revient à faire jouer à la fiction le rôle d'une jurisprudence. C'est-à-dire si Jack Bauer a eu tel effet, on va juger en fonction de tel effet. Sauf que Jack Bauer est un personnage de fiction. Donc on est là dans une manière de faire de la politique fiction qui n'est plus ce qu'on appelait politique fiction auparavant, mais qui est une politique informée, inspirée et légitimée par la fiction. Poussé à la perfection, à l'âge de la mondialisation, le storytelling s'empare même de l'identité du travailleur des temps modernes. En Inde aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes sont employées par l'industrie des call centers, les plateformes téléphoniques délocalisées.
Décalés sur l'horaire de New York ou de Los Angeles, ils répondent la nuit depuis Bombay à des consommateurs américains. C'est l'exil intérieur de ces employés que raconte le film documentaire indien John and Jane. After doing a whole night shift, you're back in India. No, don't get me hooked up with magazines. I don't want anything else. Some fucking callers call up, are you an answering machine? I mean, no, sir. We're some fucking human beings here. Le sentiment d'avoir son corps en Inde et son esprit en Amérique crée une sorte de schizophrénie, de dédoublement de la personnalité. Ça m'a fasciné ces Indiens qui font semblant d'être américains. C'est très symbolique de la manière dont le monde se transforme aujourd'hui. Okay, what are the American values? Individualism. Sense of achievement. Achievement and success. Very good. What else? Patriotism. Okay, we could do that. Very good. What else? Privacy. Very good. What else? Progress. My teeth are gold. I have a bird. I like to hold. My shoe is off. Pour faire illusion auprès du client, les employés des call centers doivent se transformer en Américains virtuels. Stage d'accent yankee, nom d'emprunt. Le salarié devient un personnage de fiction. And now my story is all told. Les employés se sont choisis des noms à partir des BD ou des livres américains, ou bien des acteurs et des films d'Hollywood, comme Tom Cruise, ça donne Tom quelque chose, ou bien machin Cruise. Ils ont créé leur propre personnage. L'entreprise vous encourage même à avoir un scénario tout prêt au cas où le client américain vous demande « Hey, vous êtes d'où ?» Là, sur l'écran, vous voyez que le client appelle par exemple de San Francisco. Alors l'employé raconte qu'il a grandi à une centaine de kilomètres de là. Chacun a un scénario qui devient une sorte d'identité virtuelle. Dans certains cas, le personnage américain virtuel finit même par s'imposer complètement. Hi, this is Naomi. May I have your security code, please? 381. Namrata est ainsi devenue Naomi. Elle s'est teint en blonde, sourcils compris, jusqu'à se faire dépigmenter la peau. Is there a middle initial? À Bombay, la jeune indienne vit son personnage 24 heures sur 24, même en dehors des heures de travail. Don't mistake me for anything else, but I'm totally naturally blonde. Totally naturally blonde. Want to make it officially right that I'm totally naturally blonde. Pour elle, la fiction est devenue sa réalité. That I'm totally very Americanized. I do have habits that are very Americanized because I'm very much into today's world. Dans son esprit, elle est devenue américaine. Elle voit l'Inde avec des yeux d'étrangère. Même si elle a grandi en Inde, elle s'invente des souvenirs qui n'ont pas existé. Une histoire fictionnelle mais tellement précise, bien au-delà de ce qu'exige l'entreprise. Elle est dans un autre monde. Elle aurait passé son enfance dans une ferme au Kansas. Elle se rappelle de la neige alors qu'elle n'en a probablement jamais vu dans sa vraie vie. Certains critiques ont parlé de Naomi comme un cyborg. Je n'irai pas jusque-là car elle est très humaine, elle a des émotions. Seulement, ces émotions sont enfouies dans un tel millefeuille d'histoires, de fantasmes, de narrations qu'on a du mal à distinguer sa vie réelle de sa vie rêvée. En fait, elle pourrait sortir du film Blade Runner. Elle incarne l'idée même de l'histoire et comment la fiction devient une part majeure de votre vie. Namrata Naomi, salariée mutante de la nouvelle économie mondiale. Délocalisée dans un univers virtuel perdu quelque part entre l'Inde et l'Amérique, elle devient son propre avatar, une fiction où elle projette toute son âme, reformatée par le storytelling. Voilà, j'espère que notre histoire vous a plu et qu'elle vous aidera à décrypter certains messages. Maintenant, quand on vous racontera une histoire, ouvrez l'œil.
Parce qu'avec le storytelling, le spectacle ne s'arrête jamais. Bonsoir.